Bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du 7-8 l'Hebdo, l'émission pour revenir sur l'actualité départementale de la semaine. Voici les titres de ce vendredi 15 septembre. Impensable il y a encore quelques semaines, le projet de la future ligne 18 du Grand Paris Express, qui doit notamment desservir l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, semble aujourd'hui menacé. Le gouvernement pourrait reculer sur le projet pour des raisons économiques. Michel Dupart est notre invité fil rouge pour cette émission. Conseiller municipal de la majorité à droite à Poissy, il est également 3e sur la liste de la République En Marche dans les Yvelines. Nous évoquerons avec lui le scrutin et les ambitions du mouvement fondé par Emmanuel Macron. Enfin, dans le reste de l'actualité locale, retour évidemment sur l'annonce des Jeux Olympiques à Paris. Saint-Quentin-en-Yvelines accueillera plusieurs compétitions, encore la première manifestation contre les ordonnances sur la loi du travail organisée par la CGT. Mais on débute cette émission avec l'annonce surprise ce vendredi de la démission du président de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Didier Guillemot quitte son poste pour des raisons de santé. Selon un communiqué de presse nommé en mai 2016, Didier Guillemot est remplacé provisoirement par le vice-président du conseil d'administration de l'université, Alain Buis. Une élection interne sera organisée avant le 14 octobre prochain. Je vous le disais en titre, nouveau rebondissement dans le projet de la ligne 18 alors que le futur métro du Grand Paris Express a été déclaré d'utilité publique il y a quelques mois seulement. Le gouvernement pourrait remettre en cause le chantier, notamment dans les Yvelines. C'est en tout cas ce que laissent entendre certains élus du département. Les détails avec ce reportage. Et si les Yvelinois ne voyaient jamais arriver la ligne 18 sur leur territoire? Voilà une interrogation qui semblait insensée il y a quelques mois, mais qui a pris corps cet été. À la recherche de plusieurs milliards d'euros d'économies, l'État pourrait annoncer une remise en cause du projet dans sa partie yvelinoise. Un retour en arrière sur fond de tensions entre départements franciliens. Les élus du département pointent directement leurs collègues essoniens qui pousseraient l'État à se retirer du dossier. Nous avons des bruits qui arrivent jusqu'à nos oreilles, comme quoi les parlementaires essoniens pèseraient auprès du gouvernement pour revoir ces choses-là, dont nous faisons entendre haut et fort que nous voulons cette ligne 18. Si on n'a pas de ligne 18, on ne pourra plus continuer à se développer. Tout simplement, donc plus de construction de logements, plus d'entreprises qui vont venir, et donc on risque d'avoir un déclin de notre territoire. Pour l'heure, sans annonce officielle contraire, la ligne 18 du Grand Paris Express reste un chantier pharaonique de 35 km de métro automatique, traversant 3 départements et qui reliera d'ici 2030 l'aéroport d'Orly dans le Val-de-Marne à la gare de Versailles-Chantier dans les Yvelines. L'État prend des engagements et il n'y a pas de continuité républicaine. Un nouveau gouvernement arrive et c'est plus les mêmes engagements. Alors, bien entendu, quand il y a un changement de gouvernement, il y a des changements de politique. Mais les politiques qui s'étalent sur 10, 15, 20, 30 ans, si l'État ne les respecte pas, il ne se passe rien. À Saint-Quentin-en-Yvelines, en tout cas, les travaux préparatoires sur l'ancien site de Thalès qui doit accueillir la future gare ont débuté, en vue notamment des Jeux Olympiques 2024. L'agglomération accueillera plusieurs compétitions olympiques. Enfin, à plus court terme, la zone doit servir de point relais pour la Ryder Cup prévue dans un an. La préparation donc de ces travaux amorce finalement le début des travaux pour la ligne 18 que l'on espère voir débuter en 2018. Puisque la ligne est prévue pour 2030, mais tout est fait techniquement pour que la ligne puisse arriver en 2024. On espère que les annonces du gouvernement iront dans ce sens dans les prochains mois. Enjeux politiques, économiques et sportifs, l'avenir de la ligne 18 ne semble plus si évident aujourd'hui. Les arbitrages du gouvernement sont attendus dans les prochaines semaines. Et non sans rapport, Pierre Bédier, le président Les Républicains du conseil départemental des Yvelines, s'est exprimé il y a quelques jours devant la presse sur les différentes actualités nationales et locales. L'ancien maire de Mantes-la-Jolie a notamment dénoncé la politique du gouvernement envers les collectivités territoriales, contrats aidés ou encore baisse des dotations. Je vous propose de l'écouter. Le président de la République d'abord a engagé un gigantesque plan social. Parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, plan social sans préavis, sans indemnité de licenciement, ce sont l'ensemble des emplois aidés qui sont indispensables au fonctionnement des collectivités et qui, contrairement à ce que prétend Madame le ministre du Travail, donnent des résultats. En tout cas, des résultats sensibles, je peux en témoigner comme ancien maire de Mantes et comme président du conseil départemental. Ça, c'est une première chose. On nous annonce ensuite d'accroître encore les économies réalisées. On a fait 10 milliards dans le précédent quinquennat, on nous demande d'en réaliser 13. Or, l'État, lui, ne respecte pas ni ses engagements d'économie, ni ses engagements vis-à-vis des collectivités.
Et pour parler notamment de ces critiques envers la politique d'Emmanuel Macron, nous accueillons Michel Dupart, notre invité aujourd'hui. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat aux élections sénatoriales, vous êtes 3e sur la liste de La République En Marche, mais vous êtes aussi, je le disais en présentation, conseiller municipal de la majorité à Poissy, majorité de droite, majorité dirigée par Carl Olive, bras droit de Pierre Bédier, qui vient, à l'instant, on l'a entendu, critiquer Emmanuel Macron. C'est un petit peu compliqué, alors je voulais savoir comment vous analysez tout ça. N'est-ce pas difficile à gérer comme situation pour vous? Alors tout d'abord, pour démarrer, je voudrais excuser notre tête de liste, Martin Lévrier, qui ne peut pas être présent aujourd'hui. Je le remplace. Qui est invité et qui finalement n'a pas pu venir. Voilà. Qui est invité. Bon, au moins quelqu'un est présent et c'est une bonne nouvelle. Merci. Et en réunion de travail à l'Élysée, il ne peut pas être là. Donc voilà. Donc non, la situation n'est absolument pas compliquée. Il se trouve qu'en 2014, des majorités sont arrivées dans différentes villes dans les Yvelines. À l'époque, effectivement, j'ai décidé de travailler avec Carl Olive, une collaboration qui se passe bien, mais une collaboration locale. Encore une fois, et je pense que tous mes collègues élus locaux comprennent que dans une majorité, dans une commune, c'est une majorité en règle générale diverse, composée de différentes composantes, et puis on travaille pour le bien commun. Puis Carl Olive est aussi connu pour être un proche, en tout cas, d'Alain Juppé, donc plutôt cette droite titillée vers le centre, plutôt que la droite type Wauquiez ou autre. Je laisse à Carl Olive le choix de ses orientations politiques, mais enfin, localement, en tout cas, ça se passe très très bien. Pour revenir sur ce qu'on a entendu de Pierre Bédier, qui dénonçait une nouvelle baisse des dotations de 13 milliards d'euros durant le quinquennat, on sait que ça ne va pas toucher l'année 2018, l'annonce a été faite cet été, mais du coup, ça sera 13 milliards à trouver d'ici 4 ans, enfin sur les 4 prochaines années. Est-ce que c'est faisable concrètement pour les mairies? Vous qui êtes conseiller municipal, vous connaissez ces sujets par cœur, j'en suis sûr. Est-ce que vous pouvez économiser aujourd'hui 13 milliards d'euros, les mairies, l'ensemble des mairies et des collectivités locales? Alors, déjà, je voudrais quand même rappeler que le candidat que soutenait Pierre Bédier, en l'occurrence François Fillon, proposait 20 milliards. Mais qui n'est pas président de la République aujourd'hui. Ok, mais enfin, il le soutenait quand même. Donc, pour le coup, le président a été extrêmement clair. Il donne un objectif sur 5 ans de 13 milliards d'économies. Mais en même temps, il explique une méthode de travail. La méthode de travail, c'est la suivante. C'est concertation, négociation, ensuite loi, ensuite évaluation et ensuite contrôle. On l'a vu dans le cadre des ordonnances du Code du travail. Le président de la République avait annoncé « Je souhaite que les négociations se fassent au niveau des entreprises ». Madame Pénicaud prend le sujet, elle concerte, elle négocie et finalement les ordonnances sortent. Et les concertations, les négociations vont se faire dans les branches, sauf pour les entreprises de moins de 50 salariés. C'est donc la preuve qu'il y a bien du grain à moudre, il y a matière à négocier, et c'est la position du gouvernement à l'heure actuelle. Alors TV78 en est le témoin. On reçoit souvent des politiques qui nous disent aujourd'hui on peut plus, on n'en peut plus, on baisse tout le temps les budgets, les dotations. Je me pose la question, comment on peut baisser de 13 milliards d'euros encore aujourd'hui les dotations? Où est la marge de manœuvre selon vous? C'est au sein des mairies, c'est au sein des départements, des régions? C'est une question qu'on a souvent, parce que avec Martin Lévrier, nous sommes en ce moment en campagne et nous rencontrons beaucoup de maires et de collègues, adjoints et conseillers municipaux. C'est une question qui revient souvent. En clair, le président a donné un objectif et cet objectif est atteignable de manière globale. Nous avons depuis des années, depuis plus de 15 ans, rajouté des couches successives d'administration, de fonctionnement, et notamment avec la réforme territoriale, la loi NOTRe, nous avons rajouté des couches supplémentaires au millefeuille qui créent des dépenses supplémentaires. Et en fait, l'objectif, rappelez-vous quand même, l'objectif c'était de faire des économies. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a sûrement un échelon de trop. Il y a probablement des choses en trop, des choses à revoir. C'est entre autres le travail que l'on aura à faire. Je ne sais pas vous le dire, puisqu'en fait, en clair, c'est encore une fois, je reviens sur la méthode. Et c'est là que c'est très important. Puis faire concerter, négocier. Et nous, sénateurs, c'est le rôle du Sénat de faire en sorte d'écouter les territoires pour pouvoir porter la parole du territoire,
obtenir des amendements au moment des votes. Voilà. On va évoquer les élections sénatoriales. Juste un mot peut-être sur le sujet qui était diffusé en début d'émission sur cette ligne 18. Est-ce que vous avez des informations, puisque pour l'instant ce ne sont que des bruits de couloir, on l'a bien entendu, mais des bruits de couloir qui ont l'air vrais, puisque tout le monde en parle. Est-ce que vous avez des informations précises là-dessus? Est-ce que vous, en tant qu'élu, vous soutiendrez, en tant que sénateur élu, vous soutiendrez ce projet si vous êtes élu? Alors, clairement, il n'y a pas de remise. Enfin, je pense qu'il ne faut pas pleurer avant d'avoir mal. C'est on très peut important. s'inquiéter. On peut toujours s'inquiéter de tout. Mais ce qui est important, ce sont les faits. Alors, effectivement, on a certains maires et Pierre Bédier, le président du conseil départemental, qui s'inquiètent. Je le conçois. En l'occurrence, sur les Yvelines, que ce soit le député Jean-Noël Barrot, ou que ce soit nous, si demain nous sommes sénateurs, et j'ai bien l'intention que nous y soyons, nous défendrons ce projet et nous le porterons. C'est très très clair. Il y va de l'intérêt, non pas du département des Yvelines, mais de l'intérêt de la région. Puisque par cette ligne, par son prolongement, on peut envisager que le territoire de Saclay puisse rejoindre un jour le territoire de Cergy, où nous avons 2 pôles universitaires extrêmement importants. Donc il faut du bon sens, il faut du bon sens, et le bon sens triomphe toujours. Alors, devenir sénateur, on l'a bien compris, c'est votre objectif. Vous êtes 3e de la liste LREM, La République En Marche. L'objectif, c'est donc le 24 septembre prochain. Quels sont plus globalement le nombre de sénateurs que vous pensez concrètement pouvoir avoir? Avant l'été, on pensait notamment dans les Yvelines qu'il était possible d'avoir 2, 3 sénateurs. Aujourd'hui, la passe difficile de l'été semble indiquer que déjà un sénateur c'est bien, 2 ça serait presque un exploit. Est-ce qu'on se trompe ou alors Non, alors on ne fait pas de pronostic, on se bat sur le terrain au jour le jour. Et que vous dites justement les élus de terrain? Le mieux possible. Parce que c'est eux qui votent, on le rappelle évidemment. Non, bon, c'est quand même une élection un peu particulière, puisqu'on a quand même 12 listes en présence. On avait 11 listes en 2011. Il se trouve que globalement sur le terrain, ce qui ressort, c'est qu'il y a 2 forces en présence. La force d'opposition, avec le président du Sénat actuel. Donc Gérard Larcher, sénateur actuellement voilà, des Yvelines. Et la force qui a le soutien de la majorité présidentielle, du président et du gouvernement et du Premier ministre, La République En Marche, Ensemble En Marche pour les Yvelines. Voilà. C'est ce qui ressort de nos contacts au quotidien, ces 2 forces en présence qui ressortent. Mais 1 ou 2 sénateurs? Est-ce que si vous avez qu'un seul sénateur, ce serait une déception pour vous concrètement aujourd'hui? Il y a 6 postes en jeu aujourd'hui, 4 à gauche, 4 à droite, 2 à gauche. Non, ça semble très compliqué pour la gauche. On se dirige vers pas sur les je ne veux pas faire de pronostics. Voilà, on travaille énormément sur le terrain, on travaille au téléphone, on travaille avec des documents que l'on va distribuer. Voilà, ça siffle un peu les oreilles parfois avec les élus locaux quand on leur dit suppression de la taxe d'évitation, 13 milliards d'euros en moins. Et les problèmes dont on parlait, contrats aidés notamment. Non, le contact est bon encore. Ça siffle pas. On a une énorme demande d'explication. Et encore une fois, on parle beaucoup de la méthode. La méthode est bien comprise par nos collègues élus. Nous engageons, nous, sénateurs, dans le cadre de l'objectif donné par le gouvernement, à pouvoir intervenir, d'autant que nous serons vraiment les seuls représentants élus officiellement de la majorité, puisque vous avez d'autres listes qui se prétendent majorité. UDI Modem notamment. Qui se prétendent majorité, mais en l'occurrence, c'est quand même assez cocasse. Alors, les trois têtes de liste de ces listes ont quand même candidaté à la Commission nationale d'investiture de En Marche, et ayant été recalés, ont choisi... Bon, chacun pour vit sa vie. Information, d'ailleurs, la rédaction de TV de 78 proposera la semaine prochaine un sujet complet sur l'ensemble des listes. Je voulais juste avoir un dernier mot sur ces élections sénatoriales très rapidement. Quelle est votre vision, à vous, du rôle du sénateur et du Sénat? Puisqu'on le sait que c'est une chambre assez critiquée. On ne sait pas forcément toujours ce qu'elle fait, ce que font les sénateurs. Vous, comment vous envisagez votre rôle et puis le rôle de la chambre? Assez rapidement, s'il vous plaît. Alors, clairement, je sais que c'est difficile. C'est difficile, mais clairement, notre rôle est de défendre les collectivités territoriales et de pouvoir, encore une fois, dans le cadre fixé par le gouvernement, nous ne sommes pas des godillots, au contraire, on sera là pour porter la voix des territoires,
obtenir des amendements, faire bouger les lignes, et étant donné que nous serons dans la majorité, ce sera beaucoup plus simple que d'être dans l'opposition ou dans une pseudo-majorité, comme certains le laissent entendre. Michel Dupart, restez avec nous, on passe au reste de l'actualité de cette fin de semaine, marquée notamment par l'apparition à Montigny-le-Bretonneux de caméras piétons pour les policiers municipaux. Ce nouveau dispositif doit favoriser la sécurité des agents en même temps que lutter plus efficacement contre les incivilités. Reportage sur le sujet de Camille Lambert. L'agent, à sa prise de service, va percevoir une caméra. Il va ensuite inscrire les éléments de référence sur le registre de perception. C'est une nouvelle habitude pour Éric Piot et ses 20 agents de la police municipale de Montigny-le-Bretonneux. Des caméras piétons pour enregistrer leurs interventions sur le terrain, avec surtout un aspect préventif. Si certaines personnes pouvaient à un certain moment adopter un comportement plus ou moins virulent ou injurieux, je pense qu'ils réfléchiront un petit peu avant et je pense que les choses se passeront beaucoup plus sereinement. La police municipale est équipée de 6 caméras pour une période de test jusqu'à juin 2018. Coût de cet outil de dissuasion, 5 000 € investis par la ville. Une mesure nécessaire, même si la commune enregistre une tendance à la baisse de la délinquance. C'est des tendances qui ont été confirmées par la police nationale, donc qui sont fiables. Après, on a plutôt des difficultés ponctuelles à des endroits bien précis. Aujourd'hui, on constate certaines évolutions, par contre, des mauvais comportements aux abords de la gare. Ces nouvelles caméras s'inscrivent comme complément de sécurisation avec d'autres dispositifs déjà existants, comme les pistolets à impulsion électrique, adoptés également à Voisins-le-Bretonneux. Et la principale actualité de cette semaine, c'est évidemment l'annonce officielle de l'organisation par Paris des Jeux Olympiques 2024. L'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines accueillera notamment plusieurs épreuves du 2 au 18 août 2024. C'est dans 7 ans, 4 sites ont été retenus dans le dossier parisien. Le Vélodrome national, la colline d'Elancourt, l'île de loisirs, mais aussi le golf national. Les détails avec notre journaliste sportif, Mickaël Elmidoro. Saint-Quentin-en-Yvelines sera à l'honneur pendant les JO de 2024. 4 sites ont été retenus par les organisateurs français. Les épreuves de cyclisme sur piste seront programmées dans le Vélodrome national. La structure inaugurée en 2014 a déjà accueilli les championnats du monde en 2015 et les championnats d'Europe l'année suivante. Bien sûr, ça lève le doute sur toutes les interrogations qu'on pourrait avoir. Là, l'équipement, il est là, il a été testé, il a accueilli déjà la plus grande échéance internationale avec les championnats du monde. Donc je pense que tout ça, c'est forcément des garanties pour le CIO. À une centaine de mètres du Vélodrome, l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines a été sélectionnée dans le dossier Paris 2024 pour accueillir les épreuves masculines et féminines de BMX. Une piste modulable sera construite sur ce terrain vague de 7 hectares. Ce site a été choisi principalement parce qu'il jouxte le Vélodrome. On est à 100 mètres à pied du Vélodrome, donc il y aura une parfaite complémentarité entre les épreuves qui se dérouleront dans le Vélodrome et les épreuves de BMX ici, sans parler du cadre nature qui s'y prête parfaitement. La colline d'Elancourt accueillera quant à elle les épreuves de VTT. Le projet dans les cartons depuis les JO de 2012 a été ressorti pour la candidature de Paris 2024. Le site qui culmine à 231 mètres d'altitude fait toujours autant l'unanimité auprès des organisateurs pour accueillir les épreuves de VTT. La première force, c'est l'unité de lieu. Le deuxième point, là, ici, c'est la dénivellation. Et donc, le VTT, on appelle ça mountain bike, c'est du vélo de montagne. Et donc, il faut aller chercher des pentes raides. Et il n'y a quasiment qu'ici qu'on a ce que l'on souhaite pour avoir quelque chose de très raide. Donc oui, c'est assez naturel que ça vienne ici, sur la colline de la Revanche. Enfin, le golf national recevra les épreuves golfiques. Les joueurs disputeront les parties sur le parcours de l'Albatros. Le 18 trous, réputé comme l'un des plus compliqués au monde, a été entièrement rénové entre 2015 et 2016. C'est un challenge de plus, c'est une super compétition. Et dans le cas de recevoir les JO, le golf national serait le premier parcours du golf du monde en recevoir un Ryder Cup et les JO. Donc c'est quand même, non, ça fait pas peur, c'est simplement un challenge de plus, ça donne d'émotion à la vie.
Dans le reste des Yvelines, les épreuves d'équitation et de pentathlon moderne se disputeront à Versailles. Les courses de cyclisme sur route devraient quant à elles passer dans la vallée de Chevreuse. Michel Dupart, vous me disiez pendant le sujet que vous étiez ravi que les Jeux Olympiques arrivent à Paris. Quel est le plus important pour vous? C'est bon pour l'image de Paris et donc de la France? C'est bon pour l'économie? Est-ce que c'est bon surtout pour le monde du sport et le monde du sport français? J'ai envie de dire les trois. Oui, je le savais. Non, c'est vraiment excellent pour l'image. Une image de dynamisme, une image qui projette vers l'extérieur une très belle image de la France. Une France conquérante, une France qui gagne. Tout ce qu'on veut et tout ce que nos jeunes ça peut ont envie. Profiter à l'image d'Emmanuel Macron, ça d'ailleurs, est-ce que vous pensez, petit aparté politique? Non, je pense, honnêtement... les Français font la différence? C'est même tout à fait secondaire. Ce qui est important, c'est la France. Emmanuel Macron est le porteur de la France aujourd'hui, mais c'est l'image de la France qui est importante. Voilà. L'économie, on aura des retombées. Alors, il y a certaines polémiques... Il y a toujours les polémiques sur le coût estimé, le coût réel. Oui, mais il semble que le dossier parisien, en tout cas, soit mieux ficelé que les anciens dossiers. En tout cas, l'avantage, c'est que nous avons au moins 85% des structures existantes. Donc il y a des investissements qui se font essentiellement dans le 93, et notamment qui serviront par la suite pour les logements et pour les infrastructures pour les habitants. Donc c'est que du positif. L'autre grande actualité de la semaine, c'était mardi, la première manifestation contre la nouvelle réforme du Code du travail. Entre 220 000 et 400 000 personnes ont manifesté en France, selon les différents chiffres. Attrape, la section locale de la CGT a organisé un départ depuis le parking devant la mairie. Reportage. Le rendez-vous était donné sur un parking, dans une ambiance calme à l'heure du déjeuner. Près d'une soixantaine de personnes ont répondu présent au départ organisé à Trappes par la CGT 78. Et l'organisation au point, retraités, salariés ou chômeurs souhaitent faire passer leur message. Tenir bon malgré la détermination répétée du gouvernement à réformer le Code du travail par ordonnance. La rue fera reculer un jour ou l'autre. Même si avec la loi El Khomri, on a eu beaucoup de manifestations, on n'a pas fait reculer, mais il le paiera cher quand même, à un moment ou à un autre. Et la CGT a déjà prévenu, une nouvelle journée de manifestation est prévue le 21 septembre prochain, la veille de la présentation du projet en Conseil des ministres. Dans le détail, la réforme du Code du travail prévoit 36 mesures pour le renforcement du dialogue social selon le nom officiel, avec notamment le plafonnement des indemnités prud'homales, la fusion des différentes instances représentatives du personnel ou encore la possibilité de mise en place de contrats de chantier. C'est aussi, enfin et surtout, plus de négociations possibles au cœur des plus petites entreprises. Les accords de branche, les accords, qui étaient nationaux, seront balayés pour des accords d'entreprise. Malheureusement, dans beaucoup d'entreprises, il n'y a pas de syndicat ou inexistant. Eh bien, là, ce sera la loi du patron. Voilà. Selon le calendrier souhaité par le gouvernement, les ordonnances devraient rentrer en vigueur dès le 25 septembre prochain. Michel Dupart, au-delà du nombre de manifestants qui a eu lieu mardi, au-delà, on va dire, du projet qui va forcément se mettre en place à partir du 25 septembre prochain, est-ce que Emmanuel Macron n'a-t-il pas fait une grave erreur en déclarant, vous le savez, qu'il ne reculerait pas devant les cyniques, les extrêmes, et puis surtout, ce mot qui fait polémique depuis, les fainéants? Est-ce qu'il n'a pas renforcé l'opposition finalement en faisant cette déclaration? C'est une erreur de communication assez grave quand même pour, on va dire, le prodige de la communication. Non, il faut remettre ça dans le contexte. Et là encore, on a tendance à dévoyer les choses. C'est pareil sur Irma, on a beaucoup reproché. Puis finalement, quand on fait la comparaison entre la France et la Hollande, la France a mis 4 fois plus de moyens. Finalement, ça a calmé la polémique. Là encore, ce mot utilisé se référait aux fainéants et aux cyniques qui ont dirigé notre pays et qui l'ont amené dans le mur. Et ça ne s'adressait pas du tout aux travailleurs et aux Français en général. Voilà. Donc il faut remettre ça dans le contexte, encore une fois. En tout cas, pour vous, c'est une réforme qui vous semble bonne et qui va relancer la machine emploi en France, vous en êtes persuadé? En tout cas, c'est une réforme qui a une double validation. La validation parce que le candidat Emmanuel Macron l'avait annoncé, donc c'était connu de tout le monde. Et deuxièmement, parce que ça a été voté, les ordonnances ont été votées après une âpre discussion et des négociations qui ont même fait évoluer la ligne et
annonces qui avaient été faites par le candidat président. Merci Michel Dupart d'être venu en plateau. Je rappelle que vous êtes 3e sur la liste de la République En Marche pour les élections sénatoriales dans les Yvelines. Merci à vous. Merci. Mardi, Emmanuel Macron s'est rendu aux Antilles suite au passage d'Irma. Le président a pu mesurer parfois la colère de certains habitants et afficher son soutien aussi avec les autorités locales. Sur place, le déblaiement a débuté avec l'aide notamment de 13 pompiers yvelinois. Nous recevions mardi soir sur notre plateau pendant le journal le chef du centre de secours et d'incendie de Chanteloup-les-Vignes. Extrait. Alors les missions sur place sont de la distribution de vivres dans un premier temps, et puis après c'est de rétablir les axes de circulation qui sont des priorités, et puis de faire du bâchage, du renforcement de structures aussi, et en même temps d'installer un camp de base pour que nos personnels puissent aussi s'installer et avoir un minimum d'hygiène pour que la mission puisse s'installer dans le temps. Donc 13 pompiers yvelinois envoyés, c'est une mission qui va durer combien de temps là-bas sur place? Alors là, nos 13 pompiers sont engagés sur une durée de 15 jours et nous sommes en train d'anticiper la relève pour que des gens puissent continuer sur place sur un format équivalent, sur une relève là, qui durera 21 jours, qui devrait arriver la semaine prochaine, sur un format de 12 à 13 personnes environ, qui viendront donc compléter le travail, continuer, parce qu'il y a effectivement beaucoup de travail, comme vous le savez, sur place. Et la fin de ce 7-8 l'hebdo, retour de l'information en direct lundi sur TV 78 à 18h. D'ici là, restez informés et connectés grâce à notre site internet et nos applications TV 78. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.